Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Calédonia. Tout de suite, l'information que notre rédaction a choisi de traiter pour vous. En mangeant ce simple chou kanak, nous emmagasinons du nickel dans notre organisme. La concentration de métaux dans le corps des Calédoniens est beaucoup plus élevée que la moyenne mondiale. Tel est le résultat de l'enquête menée par le Centre national de recherche technique. Selon l'association environnementale Ensemble pour la planète, les résultats sont inquiétants. Nous ferons le point dans ce journal. Plus tôt il est détecté, plus tôt il pourra être soigné. Voici un des messages de la campagne de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein. Premier cancer chez la femme. À l'occasion du lancement de la campagne Octobre Rose, vous entendrez Marion. À seulement 39 ans, elle se bat contre cette maladie. C'est les vacances, une période sacrée pour les enfants. Alors pour être sûr que ce moment soit parfait, 19 adolescents ont décidé de prendre en main les activités de leur propre camp de vacances. Vous verrez que tout est possible. Un seul but, acquérir de l'autonomie. C'est un rituel pas toujours agréable, la purge à l'eau de mer, une pratique ancestrale que Maria, notre médecin généraliste, va tester ce soir. Comment va-t-elle vivre cette expérience? C'est la suite de notre feuilleton, le docteur et le guérisseur. De l'eau ou encore dans l'eau ou encore dans les aliments, les métaux lourds sont partout au pays. À chaque fois que nous en ingérons, notre organisme les stocke. Conclusion, les niveaux d'imprégnation des Calédoniens aux métaux dépassent les moyennes mondiales. C'est le résultat de l'étude de Metexpo réalisée par le Centre national de recherche technique depuis 2015 au pays. Ces résultats viennent d'être restitués. Vanessa Kédé. Les niveaux observés ici au pays dépassent les valeurs de référence internationales. Des références basées sur une étude dans les pays comme l'Allemagne, le Canada ou encore la France, où seulement 5% des habitants sont concernés. Chez nous, par exemple, on pourrait penser que le nickel va être le plus problématique, alors que non, c'est le chrome que l'on retrouve chez 47% des adultes et 90% des enfants. Des pourcentages qui dépassent les valeurs de référence internationales. La population de l'île des Pins semble particulièrement touchée. On constate que la source principale de contamination est l'alimentation. Voici comment le Centre national de recherche technique calcule l'impact sur un enfant de 5 ans. L'enfant mange chaque jour une portion de légumes, essentiellement des feuilles, une portion de poisson, 0,75 litres d'eau et 200 mg de poussière. En 2016, à l'île des Pins, lors d'une étude, on trouvait 17 microgrammes de nickel sur des feuilles, 0,25 dans le poisson, 450 dans les poussières et 70 dans 1 litre d'eau. En consommant ces plats, un enfant de 5 ans qui pèse 18 kg ingère une dose quotidienne de 31,7 microgrammes de nickel par kilo. On est bien au-delà de la valeur toxicologique de référence spécifique aux enfants qui est de 20 microgrammes de nickel par kilo. Les concentrations urinaires dépassent en général les niveaux rapportés dans d'autres pays n'ayant pas de source particulière d'exposition à ces métaux. Le rôle spécifique de l'activité minière reste à déterminer. Pour l'association environnementale Ensemble pour la planète, ces résultats ne font que confirmer leurs craintes. Pour Martine Cornaille, la présidente de PLP, il faut désormais aller plus loin. Je vous propose de l'écouter, elle est au micro de Lindsay Wamo. Alors, malheureusement, ces études confirment nos craintes. Les Calédoniens, en tout cas dans certains sites du territoire, sont exposés au-delà des seuils sanitaires internationalement reconnus, notamment ceux de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Je pense particulièrement à l'île des Pins, où l'exposition de la population au nickel est intolérable. Donc il était grand temps, rappelez-vous, lorsque nous avions lancé l'alerte s'agissant de l'eau de distribution publique à l'île des Pins, il était grand temps que les pouvoirs publics s'en préoccupent. Cela étant dit, l'étude ne suffit pas
à déterminer avec suffisamment de précision l'impact de la mine, de l'activité minière en elle-même. Il faudra lui donner des prolongements. Mais d'ores et déjà, on sait que les phénomènes érosifs liés au feu, aux espèces envahissantes et sans doute aussi à la mine ne sont pas pour rien dans l'exposition donc, des Calédoniens à ces éléments de traces métalliques dont la toxicité est unanimement reconnue et qui, de ce fait, entraîne des réglementations pour l'eau, bien sûr, mais aussi les sols, les sédiments, les boues de stations d'épuration. Donc il faut vraiment que là encore, on se mette à niveau. Demain, nous irons plus loin sur ce sujet en suivant les chercheurs sur le terrain. Ils nous aideront à comprendre le rôle des poussières dans l'alimentation, l'eau ou encore l'environnement. Santé toujours, 140 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui débute l'opération Octobre Rose, un mois international consacré à la lutte contre le cancer du sein, première cause de cancer chez la femme. Si près de 50% de ces cancers sont diagnostiqués entre 50 et 69 ans, certains sont détectés plus tôt. C'est le cas de Marion, à seulement 39 ans. Elle se bat contre cette maladie. Témoignage recueilli par l'INSEE WAMO. Bonjour Marion. Bonjour. Alors vous êtes une jeune maman de 39 ans, vous avez 2 enfants, vous avez été diagnostiquée ayant le cancer du sein. À quel stade êtes-vous actuellement? Alors en fait, donc j'ai été diagnostiquée, on m'a posé le diagnostic d'un cancer du sein en janvier 2017. Qui était grade 1, grade 2. Voilà, à peu près le stade où on a diagnostiqué ce cancer du sein. Comment vous l'avez pris? C'est un ouragan qui arrive dans notre vie quand on nous annonce ça. C'est l'annonce de cette maladie. On ne veut pas y croire en fait, c'est quelque chose, on se dit mais c'est pas possible, on ne veut pas y croire. Voilà, je suis jeune et ça a été très dur. Je travaille, j'ai 2 enfants qui ne sont pas très grands, donc tout ça, il a fallu gérer tout ça. Est-ce que justement vous en parlez avec vos enfants de votre maladie? Oui, j'en leur en ai parlé, je leur ai expliqué très rapidement ce qu'il en était. De toute façon, je ne pouvais pas faire autrement, vu que derrière, il y avait la chirurgie, il y avait plein d'autres choses qui allaient se passer, donc ils allaient bien voir de toute façon qu'il y avait des changements dans notre vie. Je leur ai annoncé la façon la plus simple possible, en leur disant qu'il y avait, il y avait une maladie, qu'on m'avait trouvé cette maladie qui s'appelait le cancer et que les médecins allaient très bien me soigner, mais par contre ça passait par de la chirurgie, qu'il fallait qu'on m'enlève ce sein pour pouvoir me soigner. Alors qu'est-ce que la maladie a changé dans votre quotidien? Cette maladie, elle change tout notre quotidien en fait. Je travaillais, je ne travaille plus et puis en fait, tous les jours, on se lève avec cette idée en tête, avec ça en tête, cette maladie. On se couche avec cette maladie. Moi, surtout, le message que je voudrais faire passer, c'est ce qui est important, c'est vraiment être entouré, vraiment, vraiment, parce que être entouré, la famille, des amis. Ne pas hésiter à se faire aider aussi par des professionnels, psychologues, c'est très important. Au bout d'un moment, la famille, les amis, eux aussi, ils sont impliqués là-dedans. Et au bout d'un moment, je pense que c'est important aussi d'avoir une aide extérieure et ne pas hésiter à faire appel aussi à toutes ces médecines douces, de l'acupuncture. Ne pas hésiter à aller à prendre des informations, vraiment, ça aide.
Jusqu'à la fin du mois, la mission de la condition féminine organise des tournées à travers le pays afin d'informer les femmes en matière de dépistage et de prise en charge. Mardi prochain, la mission sera à Bourail, à la mairie et à la salle des fêtes. La mission se rendra ensuite à l'Île des Pins le mercredi 25 octobre et à Yaté le vendredi 29 octobre. Le cancer du sein, on continue d'en parler juste après ce journal dans l'émission Bienvenue dans la bande. Une fois qu'ils grandissent, on souhaite qu'ils soient autonomes au plus vite. Mais comment faire? À Ouaté, à Pointe-Boute, les organisateurs d'un camp de vacances ont décidé de laisser carte blanche aux jeunes. Objectif, apprendre à se gérer et s'organiser. Pendant toute la semaine, 19 adolescents venus de Nouméa se sont lancés un défi, établir leurs propres règles et choisir leurs activités. C'est un reportage sans commentaire d'Océane Zobler et Mathieu Le Barbier. Là, il prépare le planning pour la semaine. Là, on a un emploi du temps pour tout, pour boire café, pour les tâches, pour les activités, pour le repas, pour le repos, pour tout. Du coup, là, pour les 2 premiers jours, c'est de la préparation. On va essayer de les cadrer pour avoir une journée type, le réveil, les horaires, les différentes tâches ménagères, les tâches de la tribu et tout ça pour essayer d'atteindre l'objectif en fin de semaine qui va essayer de développer leur autonomie pour qu'ils soient en autonomie complète par rapport à la vie en tribu. Vous allez imaginer comment représenter Ouaté sur le mur, en dessin ou en écriture. Je suis fatiguée de dessiner là. Je vais aller dessiner en bas. Tout à l'heure. Là, je m'entraîne sur papier d'abord. Et c'est quoi, tu vas dessiner quel mot? Tu vas dessiner un dessin? Non, j'ai comme ça. Solidarité. Okay. Vous, les autres garçons, vous faites rien? Chaque personne choisit ce qu'il veut faire. S'il veut faire du graphe pour décorer les murs ou faire de la décoration, pour tout ce qui est décoration. Et voilà. Alors Emma, là, elle fait partie du groupe des petits reporters parce qu'à la fin du séjour, voilà, on doit faire un petit film pendant leur séjour ici à Ouaté. Est-ce que vous pourriez mettre 2-3 mots sur le camp, de ce que vous en pensez? Oui, alors je trouve que ce camp est très bien parce que les jeunes de Ouaté étaient très ouverts quand même pour parler. Enfin, les jeunes de Ouaté, ils viennent de Nouméa, mais non, c'est très bien. Ils font leurs petites règles. Il y en a un qui a fait le petit guide, donc c'est très bien. Merci les jeunes. Ok, au revoir. Direction à présent l'Inde, c'est l'heure de notre page consacrée à la Coupe du monde de football des moins de 17 ans. Nos Cagous enchaînent les séances d'entraînement. Demain, ils affronteront le Honduras, 3e du groupe E. Nous retrouvons sur place Romain Pimbény. Après la France, place au Honduras, un adversaire a priori plus abordable pour nos Cagous, les Honduriens qui se sont inclinés 5-1 dimanche face au Japon, des Japonais qui ont été tout simplement impressionnants. Alors le Honduras, ça reste malgré tout une grosse équipe, assez athlétique, mais qui aura été mise en difficulté par la technicité et la vivacité nippone. C'est peut-être là-dessus que les Cagous devront insister demain mercredi. Alors au programme du jour, une dernière séance d'avant-match à 17h, donc heure locale. Et puis avant cela, également une séance vidéo où il sera justement question de cet adversaire, le Honduras, qui avait basculé d'un système en 4-1-4-1 à un système en 4-4-2 dimanche face au Japon. On verra donc ce qu'il en sera demain mercredi. En tout cas, les Calédoniens n'ont pas vraiment le choix. Il va falloir donc s'imposer pour espérer dans cette compétition. Honduras, que savons-nous exactement de cette équipe qui participe pour la 5e fois à la Coupe du monde des moins de 17 ans? Prosper Poigou. La lourde défaite contre le Japon dans son premier match ne signifie pas forcément que le Honduras est un adversaire facile à aborder pour les Cagous. Aux abonnés absents pendant les 2 premières décennies de l'histoire de la Coupe du monde U17, le Honduras est devenu un habitué de l'épreuve ces 10 dernières années.
Les Catrachos, surnom donné aux habitants du pays, ont fêté leur baptême du feu lors de la Coupe du Monde 2007 organisée par la Corée du Sud. Ils ont quitté la compétition sans avoir marqué le moindre point et sont aussi revenus bredouilles du Nigeria 2 ans plus tard. Ils ont manqué le Mexique en 2011 avant de faire un retour en force pour l'édition de 2013 organisée aux Émirats Arabes Unis. C'est d'ailleurs face au pays hôte que le Honduras a remporté le premier match de son histoire en Coupe du Monde U17. L'équipe s'était imposée 2-1 pour son premier match de groupe. Elle finira deuxième derrière le Brésil et poursuivra l'aventure jusqu'en quart de finale où elle s'inclinera 2-1 face à la Suède. À Chili 2015, ils sont de nouveau sortis du tournoi avec un 0 pointé. En qualification pour ce mondial 2017, la bicolore a fini deuxième derrière le Costa Rica dans les qualifications de la zone Amérique centrale. Lors du championnat U17 de la CONCACAF, elle a chuté face aux hôtes panaméens, puis vaincu Curaçao et Haïti pour s'assurer une place en phase de classement. Sa large victoire sur Cuba 7-1 lui a ouvert les portes de l'Inde malgré une défaite 3-0 devant les États-Unis. Dominique Ouachali, sélectionneur de l'équipe de Nouvelle-Calédonie, est conscient qu'il y a une carte à jouer. On l'écoute. Donc on est à peu près dans la même, comment dire, à peu près au même niveau, au niveau de l'intensité. Maintenant, voilà, c'est de faire en sorte d'essayer de bousculer encore cette équipe dans tous ces points faibles qu'on a pu voir. Et nous aussi être un peu plus solides sur ce qu'on a pu commettre comme erreur. Donc voilà, je pense que c'est une équipe qui est pas au-dessus du Japon et de la France. On a vu totalement la différence. Et maintenant, c'est-à-dire que voilà, physiquement, je pense qu'ils sont peut-être un poil au-dessus par rapport à la catégorie d'âge. Ils ont peut-être plus de billes que nous. Mais on a quand même notre épingle à tirer. Et puis je pense qu'on peut faire quelque chose avec notamment ce qu'on va mettre en place, notamment sur les principes, avec vraiment les joueurs qu'on a. Nouvelle-Calédonie-Honduras, la rencontre est prévue demain soir, dans la nuit de mercredi à jeudi à 1h30. Un match qui sera diffusé sur Calédonia. Jamie Waimo et Steve Legge, le président de la Fédération calédonienne de football, seront avec nous à partir d'1h du matin pour commenter le match. Partons maintenant pour l'IFU. Depuis la semaine dernière, dans le cadre de notre feuilleton, nous suivons Maria, médecin généraliste. Afin de mieux comprendre ses patients, elle traverse le pays à la rencontre de praticiens pour en savoir plus sur les médecines traditionnelles. Hier, elle a visité un dispensaire où se côtoient médecine occidentale et traditionnelle. Aujourd'hui, elle teste un incontournable, la purge à l'eau de mer. Reportage Guillaume Claire, Jérôme Bodenès et Aligal Productions. Les médecines kanak, c'est aussi beaucoup de prévention. On prend soin du corps avant qu'il ne tombe malade. À l'IFU, il y a un rite qui se fait chaque année avant la rentrée des classes. Une tradition à laquelle je vais participer à la tribu des Assauts. Bonjour Michel. Bonjour Maria. Il paraît que c'est toi qui vas me préparer la purge ce matin ? Ouais. Bon, et ben c'est parti. Allez, c'est parti. Me voilà entre les mains de Michel. Il accepte de me faire essayer son médicament. Ça c'est quoi ? C'est coco ? C'est canne à sucre et puis du bois. D'accord. Quel est ce bois ? Michel garde le secret. Chaque clan a sa recette bien à lui. Allez, c'est bon. Allez. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Apéro. Qui prend le premier bol. Comment ça se passe en fait ? Là, on va boire 2 bols chacune de ça. Et après ? Après, on va boire l'eau, discuter, puis après... Et après le somate, oui. Le somate. Le somate, la mer mélangée avec de l'eau. Allez, Maria, c'est bon. Comment, c'est toi ? Merci. Cette tradition doit toujours se faire en groupe. Je suis bien entourée. Lizzie et Louise m'accompagnent. Voilà. Et des mamans sont même là pour nous surveiller. C'est bon. Car attention,
une telle purge peut avoir de graves conséquences sur la santé. C'est un petit bout de bois. Mais on sent les médicaments. Cette potion, il faut en prendre 2 bols, à 30 minutes d'intervalle. Ah oui. Et ça permet de prévenir un peu les maladies, enfin, c'est ça? Il y en a qui vont aller aux toilettes, tout ça là, Ouais. pour vider tout. Et puis les boyaux, tout vider, tout nettoyer. Là, après, on va chercher l'eau de mer, on va le mélanger avec l'eau douce. Et c'est pas dangereux de boire parce que moi, j'ai pas l'habitude, c'est la première fois. Non, c'est beau, c'est beau. Moi, je suis là pour dire courage, voilà. Ah, mais j'ai de la chance, hein, j'ai de la chance de faire ça avec vous. Tu es là. Si tu tombes, ben nous deux aussi on tombe. Bon, Lizzie ne m'a pas vraiment rassurée. Mais je n'ai plus le choix. L'épreuve va bientôt commencer. Ouais, il y a 5 litres, 6 litres d'eau de mer. Et puis après, j'ai rajouté de l'eau pour faire 6 litres ou 7 litres d'eau. Pour en faire en tout, tu vas rajouter 6 litres d'eau douce? Oui. Mais il y a 2 seaux. 2 seaux, ça fait 8 litres. 8 litres qu'on par doit personne. boire, oui. On les tire. Tu bois comme ça? Je bouche le nez? Bravo Maria. T'as vu, c'est pas pour les médicaments, non? Non, c'est pas beau. C'est bon. Bravo. Attention, il y a une seule toilette. Ah, j'ai l'impression que je vais vomir. Hein. Voilà. Allez. Hey, c'est le dernier bol, les petites décours. Après 4 heures et 8 litres d'eau saumâtre engloutie, notre calvaire est bientôt fini. Allez, vas-y. Allez Maria, allez Maria, allez. Bravo Maria. Allez Louise. Et maintenant, la délivrance de la coco verte. Ça, c'est pour laver l'eau tomate. Oh, merci. Attends, les trois. Oh, bravo. Je n'ai jamais autant aimé la coco verte. C'est étonnant. Cela coupe instantanément la colique. Ah, on revit là. En fait, c'est le moment attendu depuis ce matin. Ce matin. C'est clair. Ça a l'air très réconfortant après ce qu'on vient de faire. On dirait un peu de la limonade, hein. C'est pétillant. Je pensais pas que c'était si difficile. Ouais, mais Ce que vous faites tous les ans. c'est difficile, l'eau salée. Oui. Ouais, c'est l'eau de mer qui est pas facile. Ça donne très très soif. Ça sèche tout. Ça fait pas mal au ventre, mais par contre, on va tout le temps aux toilettes. Ça. À Lifou, cette médecine de prévention est très ancrée dans la culture. Je garde un souvenir ému de cette expérience. Pour la première fois, des tradipraticiens ont partagé avec moi leur savoir-faire.
Attention, les médecines traditionnelles sont basées sur des savoirs ancestraux. Faire cette purge peut être dangereux pour la santé si vous n'utilisez pas les bonnes plantes. Alors rapprochez-vous des personnes ressources. Prochain numéro demain, Maria va rencontrer une guérisseuse nouvelle génération. Elle cotise à la CAFAT. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite après la météo, vous retrouvez votre émission Bienvenue dans la bande. Falaï Ouedro et Michel Pimbé évoqueront le cancer du sein en compagnie de Pascal Domingue-Mena, notre médecin maison. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain.